Hello les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous avez passé surtout une belle journée. On se retrouve ce soir 18 heures dans la tournée Spark 360 avec une invitée d'exception ce soir avec Maud. Ça va être un magnifique moment. Ouais, j'ai découvert encore cette personne incroyable grâce aux réseaux sociaux et c'est vrai que c'est magnifique. Maud qui va être avec nous dans ce direct, elle va nous partager son histoire vraiment qui est super inspirante. Aujourd'hui, elle est athlète. Euh, elle s'est lancée dans les compétitions aussi, tout ce qui est compétition bikini, préparation physique, etc. Elle a aussi des projets d'être dans le coaching. Donc vraiment, ça va être un super moment. Donc on est en train de se connecter, les amis de Tenerife. Alors, j'ai reçu l'invitation en mode ça y est, nickel. Donc on est en train de se connecter. Alors, désolé les amis, on a un peu de retard ce soir. Salut Maud, est-ce que tu... Hello! Oui, super. Et toi? Magnifique, magnifique, ça se connecte. Nickel, j'ai monté un petit peu le son. Super. Écoute, Maud, je suis très heureux de faire ta connaissance et d'être avec toi ce soir dans ce petit live. Et encore une fois, merci à toi. Je sais que tu viens d'arriver en plus, donc merci à toi. Ça a été timing C'est chaud, ça. mais on est Merci là. à toi hein, pour l'invitation. Ben, avec grand plaisir. Donc, comme tu vois, c'est pas un fake, c'est vraiment moi. Effectivement, tu existes bel et bien. Voilà. Donc, vraiment, merci à toi pour ton temps et de vouloir aussi parler un peu de ton histoire. C'est aussi un super exercice, mais je sais que tu as projet aussi d'être dans le coaching, donc Ouais. magnifique. Donc, soyez le bienvenu tous les amis qui vont se connecter, qui passeront par là, et restez bien au bout parce que franchement, l'histoire de mode, ça va être très inspirant et très puissant. Donc, première question que j'ai envie de te demander, Maud, c'est ben déjà, est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es aujourd'hui? Qu'est-ce que tu fais, premièrement? Alors du coup, bah, j'ai 32 ans depuis peu. Je suis de formation éducatrice spécialisée, donc je travaille dans un foyer à Strasbourg et j'accompagne des adolescents migrants. Excellent, excellent. C'est vrai que mais c'est excellent. Et du coup, qu'est-ce que tu fais en fait? Comment ça se passe concrètement? Ben, en fait, c'est des jeunes qui arrivent soit d'Afrique pour beaucoup ou aussi d'Afghanistan, du Pakistan et qui viennent en France seuls, donc sans leur famille, sans leurs parents. Et donc, du coup, ils sont mineurs et comme ils sont mineurs, ils sont soumis au régime de protection de l'enfance du pays. Et du coup, à partir de là, bah, ils sont protégés par la France et donc ils sont placés dans des foyers. Et en gros, mon objectif, c'est de les insérer professionnellement, socialement, administrativement aussi, pour que, à majorité, ils puissent faire une demande de titre de séjour pour pouvoir rester de manière régulière sur le territoire français et continuer leur vie, travailler, s'insérer. Voilà, enfin pour Waouh, certains aussi, s'ils veulent retourner chez eux, bah, c'est possible. Et pour d'autres, bah, c'est de faire leur vie ici, en fait, en France. waouh, waouh, Voilà. incroyable, incroyable. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? Je pense que c'est le fait de vouloir avoir un métier qui est utile, où je suis utile aux autres, en fait. Et puis de vouloir quelque part aider, en fait, aider mon prochain, finalement. Et de me Hmm. dire que bah, j'ai été élevée dans une famille où j'ai manqué de rien et où mes parents m'ont toujours appris que ben, en fait, tu peux pas te plaindre de ce que tu as aujourd'hui parce Hmm. qu'il y a toujours il y a toujours pire finalement. Et il y a toujours des gens qui auront moins que toi. Et je pense que ça a été ouais, de vouloir en fait bah, apporter quelque chose à ces personnes en fait à ma manière, à mon niveau aussi. Incroyable. Et ouais. Ouais. Incroyable, incroyable. Et justement, avant de rentrer dans ton histoire perso, mais Mhm. si tu es ici, c'est pas pour rien. C'est une évidence. Ouais. Si tu as décidé de faire ça, c'est pas pour rien. Et qu'est-ce que ça t'apprend tout ça, le fait de travailler avec ces jeunes comme ça qui quittent leur pays ou qui sont envoyés comme ça, Mhm. c'est quand même fou. Qu'est-ce que ça t'apprend? Bah, je dirais que tout est possible. Que dans la vie, quand on s'en donne les moyens et quand on veut quelque chose, on peut, en fait, qu'il faut croire en soi.
et que c'est pas parce qu'à un moment donné dans la vie on est à terre ou même plus bas que terre, parce que pour certains ils ont des histoires horribles qui sont même Mm. pas imaginables en fait pour nous. Euh, et je vois les personnes qui sont aujourd'hui, les hommes qui deviennent, et je me dis juste respect en fait. Enfin, Mm. c'est, ouais, ça m'apprend vraiment aussi une grande force enfin, je me dis que, ouais, c'est des personnes qui sont la preuve vivante, en fait, que, bah, quand on veut quelque chose et quand on lâche pas, et ben, on est capable de réussir, quoi. Mm. Excellent. Qu'est-ce qui fait venir ces jeunes ici en France? Je pense que pour la plupart, c'est un rêve et une envie d'ailleurs, d'une plus belle vie, en fait, finalement, que ce qu'ils ont là-bas. Que pour certains, enfin, souvent, ils ont des familles qui n'existent, enfin, qui sont soit décédées ou alors des personnes qui s'occupent pas forcément d'eux et donc ils ont un rêve et ils rêvent de bah, la France, quoi. Déjà, c'est mythique. C'est un pays qui, encore à l'heure actuelle, vend quand même encore du rêve à l'étranger, surtout en Afrique ou dans les pays pauvres. Et puis du coup, ben, c'est vraiment, ouais, je pense de vouloir s'en sortir. Mm. Excellent. Et ces jeunes, ils arrivent avec quoi ici? Comment ça, quoi? Quelle ma- Quand ils arrivent avec quoi? Est-ce qu'ils ont de l'argent? Est-ce qu'ils ont... Comment ils arrivent? Non. Non, Mm. ben, la plupart du temps, ils viennent avec tous les moyens de locomotion possibles, sauf l'avion. Mm. Donc, en voiture, en bus, à pied. Et ensuite, ils vont, bah, quand ils viennent d'Afrique, ils vont à un moment donné arriver bah, à la mer Méditerranée. Et donc, du coup, bah, ils traversent en bateau. Enfin, en bateau, les petites embarcations là où Mm. ils sont une centaine dessus, alors que normalement, on peut mettre 30 personnes, quoi. Voilà, parce qu'en fait, tout ça, tout ce qu'on nous montre ou tout ce qu'on nous cache plutôt à la télé, ça existe en fait. C'est Mm. pas, enfin, c'est comme je disais tout à l'heure avec toi, c'est pas du fake. C'est des choses qui existent et que des gens vivent au quotidien. Et, euh, et voilà, du coup, c'est comme ça qu'ils arrivent en France. Mais généralement, ils ont rien, ils ont pas d'argent, ils ont même pas de papier pour la plupart. Enfin voilà, ils arrivent avec ce qu'ils ont sur eux et puis c'est tout, quoi. Et du coup, ils font quoi? C'est quoi leur parcours après quand ils arrivent? Ils essayent de trouver du travail, ils essayent comment ils font? Bah, en fait, comme c'est des mineurs, nous, on les inscrit en formation scolaire, donc professionnelle, enfin type CAP par exemple. Après, certains ont la chance ou arrivent à trouver un patron pour faire un apprentissage. Et, euh, et voilà, mais en fait, la plupart du temps, ils sont obligés d'être scolarisés parce qu'en fait, si tu veux, la préfecture, pour qu'ils puissent rester en France à leurs 18 ans, une des conditions premières de la préfecture, c'est qu'ils aient une formation qualifiante, donc qu'ils soient en voie scolaire, en fait, ou en train d'apprendre un métier, en tout cas. Hmm. Sans Excellent. quoi, si en gros ils remplissent pas cette case, même si j'aime pas dire case, mais malheureusement c'est un peu le cas, il faut qu'ils remplissent des cases pour pouvoir rester ici. Et la première des cases et la plus importante, c'est d'être en formation qualifiante, quoi. Hmm. Super. Super. Ben écoute, c'est une petite parenthèse, mais très, très Ouais, intéressante. Je ne pouvais pas m'empêcher de te demander tout ça parce que ce bah, que ça tu fait fais, partie de moi, hein. Ça exactement. occupe la plus grande partie de mon temps, hein, parce que c'est mon Ex- travail à plein temps, donc C'est ça. Et c'est mm, juste exceptionnel d'avoir des personnes comme toi qui sont là, qui amènent l'énergie, qui amènent la motivation, qui essaient de trouver des solutions. C'est ça la vraie vie. La vraie vie, c'est c'est ça. ça. La vraie Mm. vie, la vie, c'est pas Instagram. Instagram, c'est Non. cool, c'est des connaissances, on rigole, il y a des trucs sympas, ça donne envie. Mm. Il y a des beaux gosses, il y a des belles meufs, il y a des beaux hôtels. C'est OK, mais c'est pas ça la vraie vie. Non. Bah, La sur vraie vie, Instagram, on montre que ce qu'on a envie de montrer aussi. Donc ça, il faut exactement. pas l'oublier, hein. Exactement. Et la vraie vie, c'est des gens aussi comme toi qui se battent et qui se donnent les moyens pour aider d'autres personnes à avancer. Et ça, c'est formidable. Euh, Qui essaye en tout cas.
Yes, mais tu fais tout ce que tu peux Ouais, comme nous qui voulons essayer ouais, c'est ça. d'améliorer les choses. Mm. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aider les gens? C'est une grande question. Euh, après, c'est un peu dans mon caractère. Je pense que j'ai été éduquée comme ça. J'ai toujours appris à faire attention aux autres, en tout cas les gens qui sont autour de moi, mes amis ou ma famille. Je veille toujours à ce que les gens ne manquent de rien, en fait. Et je pense qu'en grande partie, ça vient de mon éducation. Hmm. Ok, donc aider les autres, c'est Mm. quelque chose qui pour toi, en fait, c'est naturel, quelque part. Ouais, c'est ça. C'est ça. Aider, être à Excellent. l'écoute, ouais. Ok, magnifique. Qu'est-ce que ça t'apporte justement d'aider les autres? Moi, je pense que c'est aussi une reconnaissance personnelle. Hmm. Ça, c'est des grandes questions que tu me poses, hein. Parce que tu es quelqu'un d'intéressant. Alors je te pose des Ouais, questions intéressantes. c'est vrai, mais c'est des questions que, en fait, je crois que même moi, je me pose plus vraiment. Hmm. Enfin, tu vois, c'est tellement évident. Yes, Mais après, yes. c'est vrai que même à travers la formation que je veux faire, enfin, que j'ai commencé, on en parlera après, On va mais parler. quelque part, c'est aussi ça. C'est aussi être à un moment présent dans la vie de quelqu'un parce que cette personne en a besoin et essayer avec les moyens que j'ai de l'aider en fait finalement dans tous les sens du terme parce que aider c'est tellement large, enfin ça veut tout et rien dire. Mais c'est Hmm. aider là où la personne elle va en avoir besoin. Exactement. Exactement, Maud. Bah, écoute, déjà, merci à toi pour tout ce que tu as partagé. C'est très inspirant. Comment, du coup, tu es venu au sport? On va parler du sport. Est-ce que le sport, t'en as fait depuis toujours pour arriver à faire des compétitions comme ça? On peut se dire, waouh, elle a toujours fait du sport, c'est une championne, etc. Euh, Est-ce que c'est tes parents qui t'ont mis au sport? Comment ça s'est passé un petit peu pour toi? Bah alors j'ai fait du sport pendant toute mon enfance. Aussi loin que je me souvienne, ça a toujours été mes parents qui me poussaient parce que j'étais plus du genre casanière. J'aimais pas trop faire du sport. C'était pas mon délire. Mais bon, après j'en ai toujours fait. J'ai fait de la gymnastique pendant des années Hmm. quand j'étais enfant. Ensuite, un jour, j'ai arrêté la gymnastique et je me suis mise à la danse moderne. J'en ai fait pendant très longtemps aussi. J'adorais ça. Et puis, en parallèle de ça, quand j'étais au collège, j'ai commencé à faire du karaté. C'était mon frère qui était inscrit dans un club de karaté. Et puis, mes parents m'ont dit, ah bah tiens, tu devrais aller essayer. En plus de la danse, parce que la danse, j'avais, je crois, 2 heures de cours dans la semaine. Enfin, c'était pas énorme. Et puis, du coup, je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas, allons voir ce que ça donne. Et en fait, je me suis vraiment découvert presque une passion. Enfin, ça m'a vraiment pris aux tripes. C'est vraiment un truc que j'ai adoré faire, d'apprendre. Et c'était surtout le dépassement. Hmm. Déjà là, le dépassement de soi au niveau du karaté et de l'apprentissage. Et puis, j'étais dans un club, dans un petit village. Et un jour, il y a comment on appelle ça, mon entraîneur qui m'a proposé de faire des compétitions en équipe. Et donc, du coup, avec deux autres filles de mon club, on a formé une équipe. Et donc, en fait, on a commencé à faire des compétitions de karaté. C'était des Dan. Alors, je sais pas si tu connais un Hmm. petit peu. Et du coup, on avait fait les championnats d'Alsace. Et après, malheureusement, on s'était arrêté là parce qu'une des filles s'était cassée. Je sais plus si c'était la jambe ou la cheville. Enfin, c'était cassé quelque chose. Et du coup, on n'avait pas pu continuer. Mais c'était vraiment quelque chose que j'avais beaucoup aimé. Et du coup, je suis allée jusqu'à la ceinture marron en karaté. Donc, Excellent. c'est juste, enfin, marron, il y a trois
Je me rappelle même plus des termes. Juste avant la ceinture noire, donc tu as poussé Voilà, quand même la... ouais, c'est ça. Ouais. J'ai quand même poussé la pratique. Et puis après, je me suis arrêtée parce que c'était plus compatible avec le lycée, les cours. Comme Mm. j'étais en cours à Strasbourg et que c'était dans un petit village à côté de chez mes parents, enfin, je loupais souvent les entraînements. Et puis du coup, bah après, malheureusement, quand on loupe un, deux, trois entraînements, après, on a du mal à s'y remettre. Et puis voilà. Du coup, je me suis arrêtée quand j'étais au lycée. Et puis j'ai arrêté complètement de faire du sport, au grand Yes. désespoir de ma mère. Et puis ensuite, quand j'ai eu 17 ans, presque 18 ans, je suis tombée malade. Je suis tombée, ouais, je suis tombée dans les troubles du comportement alimentaire. Enfin, j'ai commencé à souffrir de troubles du comportement alimentaire et notamment d'anorexie et de boulimie. Et en fait, c'était par phase. Et ça a duré pas mal de temps. Et il y a 5 ans, non, il y a 6 ans, je me suis inscrite en salle de musculation. Alors au début, mon premier objectif, c'était de continuer de perdre du poids. Et donc je faisais beaucoup de cardio, des cours co. Et puis après, j'avais commencé un petit peu la muscu, mais juste le bas du corps, parce que surtout, il fallait pas faire le haut du corps. Je voulais pas être trop bodybuildée. Et donc, je faisais quelques exercices, voilà, pour les fessiers, des trucs comme ça. Et puis après, j'ai continué comme ça. Ensuite, je me suis dit, enfin, j'ai commencé à regarder des vidéos, etc., sur les réseaux, sur YouTube. Et puis, je me disais, je voyais des corps de filles musclées. Je trouvais ça magnifique, mais je me disais, oh, jamais je pourrais être comme ça. J'y arriverai pas, quoi. Enfin, c'est pas pour moi. Et puis, du coup, après, j'ai commencé un petit peu plus la musculation. Et rapidement, après, j'ai rencontré mon compagnon avec qui je suis encore aujourd'hui. Et c'est lui qui m'a un peu lancé là-dedans, qui au début me disait, ah, bah, si tu veux, je peux être ton coach. Donc, il venait avec moi à la salle. Après, j'avais changé de salle, on s'était inscrit dans la même salle de sport. Puis, du coup, au début, il m'entraînait, il me montrait les exercices, surtout le haut du corps, parce que je ne travaillais jamais le haut du corps. Et puis rapidement, j'ai bien aimé. Je me suis dit, tiens, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Ça me fait du bien le soir après le travail, d'aller à la salle, de couper, de penser à autre Mhm. chose et d'avoir du temps pour moi, pour me dépenser aussi. Et, euh, et me vider la tête surtout pour être fraîche et disponible le lendemain pour accompagner les jeunes, quoi, parce que c'est quand même un métier qui prend du temps aussi, enfin, surtout au niveau du mental. Je pense il faut avoir un sas de décompression. Enfin, je pense que dans tous les métiers, c'est important, mais des Mhm. métiers comme ça, d'aide à la personne, aussi bien dans le médical ou dans le social ou médico-social, je pense que c'est vraiment important d'avoir un sas de décompression. Mhm. Excellent, Et excellent. puis, Parce- voilà. Puis du coup, comme ça que je me suis mis à la muscu. Ok, ben, super. Ben, déjà, on va faire une petite parenthèse par rapport à ça. Ce que tu dis, c'est donc tu fais du sport vers 17 ans, par là, 18 ans. Tu commences à avoir un peu des troubles du Mm. comportement alimentaire. Et est-ce qu'aujourd'hui, si tu as envie d'en parler ou pas, tu fais comme tu veux, mais est-ce que tu sais pourquoi tu as eu ces troubles-là ou pas? Alors, j'ai suivi une thérapie pendant quelques années avec un psychologue et ensuite un psychiatre. Et il se trouve que mes troubles étaient liés à la relation que j'avais avec ma maman. Ok. Alors souvent c'est un peu le cas, hein. Mhm. Voilà, c'est souvent la relation parent-enfant et quand c'est les filles, pour ce que j'ai lu et ce que j'ai un petit peu côtoyé, je sais que c'est souvent la relation mère-fille. Voilà. Mhm. Ok. Et en fait, ils ont commencé, enfin, ça s'est déclaré suite à une rupture amoureuse, en fait, un choc émotionnel. Et du coup, j'ai beaucoup mis ça sur le compte de mon ancien, du coup, copain, en fait, voilà, qui m'avait quitté et qui a fait que j'ai eu des soucis à ce niveau-là. Et en fait, avec le temps, je me suis rendu compte que si ça s'était pas présenté à ce moment-là, ça serait arrivé plus tard en fait. Mais j'y aurais pas échappé puisque la source du problème
était bien plus profonde et en fait, ça venait vraiment de mon enfance et de la Hmm. relation que j'ai pu avoir avec, enfin, je dis ma maman, mais je pense que c'était aussi bien mon papa que ma maman, quoi. Enfin, avec les deux, du coup. Ok, ok. Voilà. Parce qu'il y a peu de temps, enfin, il y a 2 ans maintenant, j'ai suivi enfin, j'ai été voir un hypnothérapeute Hmm. et depuis ça, je vais vraiment mieux. Voilà. Et du coup, je sais qu'il m'a emmené en état d'hypnose et qu'il a été voir des choses un peu du côté inconscient, mais dans mon enfance. Hmm. Excellent, Après, je me souviens pas excellent, de tout puisque j'étais hypnotisée, mais voilà. En tout cas, ce que je me souviens, c'est on a été à ces endroits-là, en fait. Donc, c'est pour excellent. ça que je pense pouvoir dire que ça vient de choses que j'ai vécues pendant mon enfance et surtout de la relation voilà, que j'avais avec mes parents. Hmm. Très bien, magnifique, magnifique. Et c'est très intéressant ce que tu partages parce que justement, peut-être si des personnes qui regardent ou regarderont ce live et Mm, peuvent avoir aussi des problèmes comme ça de santé ou mm, un peu similaires à toi, surtout de ne pas rester seul, de c'est ne pas ça, rester seul, c'est ça. de Faut demander surtout, de l'aide, d'aller voir mm, du monde, etc., comme tu l'as fait, parce faut que à en un moment donné, parler, on en se, fait. Mm. exactement, on Il se faut pas détruit, avoir honte, en fait. exactement. L'important aussi, c'est de se dire que c'est pas de notre faute, qu'on n'est pas responsable, enfin, pas entièrement responsable et que surtout, il faut pas rester seul avec ça. C'est vrai Mm. que j'ai mis beaucoup de temps à accepter et à dire que j'étais malade parce que bah au début forcément on est dans le déni. Je disais mais non tout va bien. Enfin voilà c'est pas. J'ai mis beaucoup de temps à mettre des mots là-dessus et à dire et à accepter de dire que oui j'étais malade et que oui j'avais un problème. Mm. Et qu'est-ce qui fait justement, moi, justement que euh, pourquoi par exemple, qu'est-ce que tu te disais à cette époque-là euh, par rapport à ton poids? Pourquoi tu te disais je veux être maigre, etc. Qu'est-ce qui faisait que tu voulais perdre du poids? J'ai toujours été complexée parce que étant plus jeune, j'étais pas en surpoids, je peux pas dire ça, mais j'ai jamais été maigre. Au Hmm. contraire, enfin, je suis de nature très gourmande et j'ai toujours été un peu boulotte. Et j'ai toujours été complexée par ça. Et en fait, quand mon copain m'a quittée à l'époque, la raison qu'il a donnée à notre séparation, c'était que j'étais trop grosse. Et en fait, Hmm. c'est vraiment quelque chose, je pense, qui a fait écho en moi et qui a réveillé un truc à l'intérieur de moi et où là, je me suis dit, bah ouais, en fait, c'est vrai, je suis trop grosse, donc il faut que je maigrisse. Et en fait, au début, j'ai commencé à... Bah, je mangeais plus du tout. Bah, j'étais triste, hein, voilà, chagrin d'amour, j'avais 17 ans, donc j'avais l'impression que ma vie allait s'arrêter. Et donc, je mangeais plus du tout. Et en fait, j'ai perdu beaucoup de poids. J'ai perdu 15 kilos en l'espace d'un mois. Et Ouf. ouais. Oula. Ah ouais. Et puis, du coup, je m'aimais bien comme ça. Mais le problème, c'est que c'était tellement rapide que je me voyais pas, moi, maigrir. Enfin, tu sais, Hmm. j'avais pas l'impression d'avoir perdu 15 kilos. Tout le monde me disait, mais t'es maigre, mais qu'est-ce qui se passe? Et moi, je me rendais pas spécialement compte. Et puis après, finalement, je m'aimais bien comme ça. Et puis après, c'était de vouloir toujours, bah, dans l'anorexie, le problème, c'est qu'après, on en veut toujours plus. Et que quand on fait un certain poids, on se dit, bah non, il faut que je descende encore en dessous, puis encore en dessous, puis encore en dessous, puis encore en dessous, et jusqu'à avoir vraiment des gros problèmes, en fait. Jusqu'à plus pouvoir se lever, jusqu'à pas tenir debout, comme je me faisais vomir, ben, je crachais du sang. Enfin, voilà, vraiment des trucs où, au bout d'un moment, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Et ce qui a aussi été un déclic, c'était mon psychiatre à l'époque. Enfin, je dis à l'époque, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Attends, on est en quelle année là? 2022. En 2022. Donc ça devait être en 2015, 2014, quelque chose comme ça, où mon psychiatre m'a dit, ben, en fait, il me pesait quand j'allais le voir. J'allais le voir 2 fois par semaine et il me pesait quand j'allais le voir. Et puis un jour, il m'a dit, écoute, c'est simple. Je faisais 45 kilos. Je fais 1,75 m quasiment.
Et du coup, il m'a dit, écoute, c'est simple, si tu descends en dessous des 45, je te fais hospitaliser de force en psychiatrie. Et là, en fait, j'ai eu peur. Quand il m'a dit ça, je me suis dit non, je veux pas, c'est pas possible. Je veux pas vivre ça, je veux pas aller là-bas. Et du coup, quelque part, je pense que ça m'a un peu aidée. Enfin, Hmm. à ce moment-là, ça m'a fait un électrochoc. Et du coup, je suis partie en vacances avec une amie et j'avais repris, je crois, 3 ou 4 kilos pendant les vacances. Et du coup, quand je suis rentrée, mon psy, il était super content. Alors, moi, pas du tout, mais lui, il était content. Et en fait, après, ça a été des phases comme ça où je prenais du poids un petit peu, ensuite je reperdais, mais je suis jamais descendue en dessous des 45. Et comme c'était la limite qu'on s'était fixée, il m'a jamais fait hospitaliser. Et mes Hmm. parents, je pense que s'ils avaient su, ils l'auraient fait, mais ils savaient pas qu'on pouvait en fait faire ce genre de choses. Tu sais, ça Ça. s'appelle une Hmm. HDT, c'est une hospitalisation par un tiers en fait. Et du coup, c'est une personne qui peut, enfin ça peut être un médecin ou même la famille qui peut aller voir un spécialiste et dire voilà, il faut faire quelque chose, ma fille ou mon fils est en danger et je veux qu'il soit hospitalisé. Et je sais que c'est possible. Hmm. Donc voilà. Et ça a un petit peu Et, été l'électrochoc. ok. Le fait qu'on te dise ça, ça t'a bousculé. Ouais, Et, ça, bah, ça m'a fait ouais, peur. Je me suis imaginé en fait pas pouvoir être libre. C'était surtout ça. Et devoir être obligée de manger. Et ça m'a terrifiée à tel point que du coup, je me suis dit, bah ok, d'accord. Alors je vais remanger un petit peu, comme ça je vais faire semblant et je serai pas obligée d'aller là-bas. Parce que je me disais hmm. aussi, mais je suis pas folle. Ok. Et j'avais l'impression que si on me mettait en psychiatrie, bah, j'allais devenir folle, en fait, finalement. Et je sais pas dire aujourd'hui, enfin, j'avais envie de dire, là, je pense qu'on m'aurait perdu si on m'avait mis là-bas, mais en même temps, je sais pas dire si réellement ça aurait été le cas ou pas, parce que peut-être pas. Mais ouais, rien que le fait d'imaginer, ça me. Tu vois, là, je sais pas si tu le vois, mais ça me stresse, en fait. Hmm. Alors que Hmm. pourtant, je sais que c'est passé, c'est derrière moi. C'est Mais ouais, normal. c'est tellement. Enfin, ouais. Ok, Maud. Bah, écoute, déjà, merci à toi pour tout ce que tu nous partages à cœur ouvert. C'est vrai que c'est des choses personnelles et qui sont puissantes aussi. Mm. Et Et mais dont je c'est parle pas, ou très ouais, peu en tout cas. Mais bon, c'est après, ça. j'en ai pas honte. Justement, c'est ce que je disais avant, faut pas avoir honte de tout ça. Et je pense que ça fait C'est la ça. femme que je suis devenue aujourd'hui. Exactement. Et on va en parler de cette Mm. personne-là. Euh, euh, juste par rapport à ça, parce que je sais que c'est notamment avec les réseaux sociaux aujourd'hui, moi, je ne sais pas combien, mais il y a tellement de personnes qui souffrent de ça aussi. Il faut être comme ci, il faut être comme ça, on se fait refaire ci, on se fait refaire Mm. ça. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais quand on est Exactement. jeune, c'est très dangereux parce qu'on n'a pas confiance, en fait. Mm. Et moi, ce que j'entends, en fait, tu vois, je suis peut-être un spécialiste de ça, mais ce que j'entends et ce que je comprends, c'est que dans tous les cas, il y a toujours une souffrance. Et Mm. en fait, on se rend pas compte, on vit, et on se rend pas compte que cette souffrance, qui est souvent une souffrance de l'enfance, euh, en fait, elle est en train de nous vider de notre sang. Tu vois, Mm. si tu continues ta vie, etc., mais c'est une souffrance qui te vide de ton sang. Et Mm. tu comprends pas pourquoi tu vas agir comme ça, tu vois. Tu comprends pas, en fait. Tu dis, mais en fait, tout va bien, tu vois. Parce que au fond de toi, il y a une plaie qui n'a pas été refermée. Il y a une plaie qui n'a pas été refermée. Et souvent, il va falloir se mettre dans des extrêmes. C'est malheureux et c'est pour ça qu'on fait ces lives aussi, pour ne Ouais. pas attendre ça. Parce que, comme Non. je disais à Dapa, quand tu descends en enfer, vraiment très bas, oui, il y en a qui reviennent, mais il y en a qui ne reviennent jamais, en fait. Ou qui, L'objectif, c'est, ou qui reviennent, mais dans quel état? ouais, c'est ça aussi. Donc, il ne faut pas attendre ça et c'est l'objectif de ces messages qu'on fait Mm. passer, surtout. Et on a tous des blessures et souvent elles sont inconscientes, tu vois, comme tu disais, c'est ça, elles Ouais. sont inconscientes. Et ces blessures-là, à un moment donné, c'est très simple. S'il y a quelque chose où vous vous forcez et qui vous fait du mal, mais du mal, je pense, du mal dans le mauvais sens. Pas Mm. comme aller de s'entraîner parce que j'ai envie de me sentir bien, etc. Mais si vous faites du mal pour les mauvaises raisons, ça peut plus continuer. Et à un moment Non. donné, il faut dire stop.
Mm. faut dire stop. Et si on n'a pas le courage de se dire stop, il faut pas hésiter à aller voir quelqu'un, à en parler. Déjà, c'est une première étape. Ouais, Excellent. je suis totalement Et, d'accord. et qu'est-ce qui a fait que du coup, parce qu'aujourd'hui, tu as fond de sport, Mm. animé, j'imagine, tu fais attention à ce que tu manges, mais dans le bon Mm. sens. Euh, Ouais. Justement, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui, comment ta relation à l'alimentation hein, est? Est-ce que Mhm. ta relation, le fait de se nourrir, etc., est-ce que ça a changé? Comment tu vois les choses? Comment tu voyais avant et comment tu vois les choses maintenant? Avant, l'alimentation, c'était, je mangeais pour survivre, même pas pour vivre. Enfin, j'avais absolument aucun plaisir. Je mangeais parce que, enfin, pour moi, manger un repas, c'était, même le moment du repas, pour moi, c'était une perte de temps. Et c'était une perte d'argent. Je ne comprenais pas qu'on puisse dépenser autant d'argent dans de la nourriture. C'était vraiment quelque chose où c'était, je me disais, mais c'est pas possible. Enfin, ils sont En plus, fous, tu es en ces gens. Alsace! Ah, En tu es en plus, Alsace! je me disais, Ou mais ils là-bas, sont tarés, ces gens, c'est pas possible. Enfin, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec tout ça, tout ce temps? Enfin, et, euh, et ça m'a longtemps, enfin, ça m'a détruit complètement. J'avais une relation, j'avais peur de tout. J'avais peur d'être seule chez moi parce que je faisais des crises, j'avais peur de la nourriture, et enfin, ouais, c'était vraiment très donc, compliqué. ouais. Donc, Une comment tu voyais, relation, c'est ouais. ça, ce que tu voyais ta relation à la nourriture, c'était quelque part une perte de temps. Si je Ouais, mange, ouais. quelque part, je vais plus être belle ou on va plus m'accepter. Est-ce que c'était des choses comme ça? Non, c'était même pas ça, c'était juste si je mange, je vais grossir et du coup, parce que c'était même pas une, enfin en tout cas, j'avais pas l'impression que c'était une question d'acceptation ou de beauté. Mais pour moi, c'était juste inenvisageable en fait. C'était si je mange ça, je vais grossir et ça, Et c'était pas donc, possible. si je grossis, ça fait quoi? Bah, et donc si je grossis, bah, ça va pas parce que ça va pas avec ce que je me suis, avec l'image que j'ai dans ma tête, avec ce que je Mhm. veux être. Et après, si, je pense que c'était aussi beaucoup du coup par rapport à ma maman. Il fallait surtout pas que je sois grosse. Parce qu'effectivement, je pense que oui, je voulais qu'elle m'aime en fait, comme j'étais. Et parce que quand j'étais petite, ma mère m'a toujours, elle me disait toujours que j'étais trop grosse, Mhm. tu vois. Et je pense que c'est quelque chose qui est resté en fait quelque part. Et même aujourd'hui, même si ma relation avec ma mère est complètement différente, elle a encore beaucoup de mal avec les phases de préparation pour la compétition. Parce que quand j'étais en prise de masse, j'étais trop grosse. Et quand j'étais en sèche, en fin de sèche, là, j'étais beaucoup trop maigre. Enfin, du coup, elle a beaucoup de mal aussi avec ça et elle essaye enfin, elle apprend parce que je lui explique. Je sais qu'elle n'est pas dans le jugement comme elle pouvait être quand j'étais ado. Elle essaye de comprendre, même si pour elle, c'est du délire, mais elle essaye. En tout cas, elle s'intéresse. Et je pense que ça a aussi beaucoup fait que ben, ça a changé, que ma relation, enfin, toute ma relation avec la nourriture et avec mon corps a changé. C'est aussi parce que je pense qu'à son niveau à elle, les choses, elles ont évolué. Donc, j'ai réussi. Moi, après, forcément, j'ai grandi aussi. Donc, j'ai plus besoin forcément de l'acceptation de ma maman pour évoluer, pour continuer ma vie. Mais c'est quand même important. Donc, j'ai Mhm. besoin qu'elle, je vais pas dire qu'elle accepte parce qu'elle acceptera jamais, je pense, mais qu'au moins qu'elle comprenne et qu'elle essaye de s'intéresser. Ok, Voilà. excellent. Bon, on va Et faire un aujourd'hui, coaching. Ouais, ouais, aujourd'hui, bah, yes. l'alimentation, c'est la vie, quoi. Hmm. Yes. On Voilà. va on va y venir à ça. Juste pour terminer cette parenthèse, parce que j'ai envie juste savoir, est-ce qu'aujourd'hui, la relation avec ta maman, est-ce que tu as pardonné tout ça? Je lui en ai jamais voulu Ok. parce que je pense que Ok. c'était inconscient même pour elle. Je pense que c'est des choses qu'elle a, comment dire, qu'elle a renvoyées sur moi déjà quand elle Hmm. était enceinte.
Donc, du coup, je pense que c'est pour elle. Et ma maman est anorexique. Et bon, du coup, Hmm. j'ai pas dit ça, mais voilà. Donc, voilà, je ne lui en veux pas. Ok, Je lui ok. en veux pas. Par contre, je lui ai déjà dit que si un jour j'ai des enfants, il est absolument hors de question qu'elle ait le moindre discours à ce sujet sur le fait que mes enfants sont gros ou nanani ou faut pas manger ça, il faut pas manger ça et blablabla, blablabla. Ça, je lui ai dit, moi, c'est une chose, mes enfants, c'en est une autre. Hmm. Voilà. Donc, et je sais que là-dessus, je serai catégorique. Donc, je lui en veux pas, mais il faudra pas que ça se reproduise un jour avec ses petits-enfants. Ok, Maud. Nickel. Voilà. On va fermer cette parenthèse. Merci à Ouais, toi par rapport à tout ça. Et ouais, c'est juste, moi qui te remercie. je veux te dire quelque chose, et c'est vraiment de tout mon cœur, c'est félicitations à toi. Parce que, Merci. vraiment, vraiment. Pourquoi? Parce que tu as brisé une chaîne. Tu as brisé une chaîne. Mm. Et tu as brisé cette chaîne que ta maman, certainement, comme tout le monde, elle a eu sa vie et qu'elle aussi, elle a eu certaines choses Oui, qui ont fait qu'elle en soit arrivée là. OK? oui, Et c'est vrai qu'avant, il n'y avait pas toute cette possibilité de parler, de communiquer. Il fallait rien dire, rien dire, rien dire. non. Donc, voilà, chacun fait Mm. comme il a pu. Mais en faisant ça, pour toi, mais tu as cassé cette chaîne. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que maintenant, tu as conscience de tout ça. Ouais. Et du coup, ben, si tu as des enfants ou quoi, leur offrir cette possibilité Mm. de grandir avec tout ce qu'il faut quelque part. Tout ce qu'il C'est faut ça. de bon. Donc, Mm. magnifique. Donc, aujourd'hui, parce que toi, tu habites en Alsace, et moi, je Ouais. kiffe l'Alsace, j'ai habité ici. À part que ça caille des fois de ouf, mais sinon c'est Ouais. très bon. Mais par contre, la bouffe, c'est une tuerie. C'est une tuerie et souvent là-bas, les gens, ils aiment bien manger. Il y a les C'est vrai. spécialés, il y a les bouchées à la reine, il y a les flamenculs, je Les sais pas. flammes cuches. Ah là là, une dinguerie. Et aujourd'hui, est-ce que tu te fais plaisir avec l'alimentation? Euh, est-ce que tu as du plaisir déjà à manger? Ouais. Et quelle est ta relation avec l'alimentation? Alors aujourd'hui, oui, j'ai du plaisir à manger. Carrément. Ouais. Ça, c'est sûr que j'ai retrouvé ça, le plaisir du partage, du moment que je disais tout à l'heure, et le plaisir même de manger. Alors après, c'est vrai que quand on est enfin, là, je sors d'une longue préparation, donc oui, je me fais plaisir et comme je te disais tout à l'heure, je suis quelqu'un de très gourmande. Moi, le sucre, c'est toute ma vie. Donc ouais, non, non, c'est sûr Hmm. que aujourd'hui, j'ai une bonne relation avec la nourriture. Après, je vais pas te mentir, hein, c'est parfois encore, je peux avoir certains échos de ce que j'ai vécu, Hmm. certaines petites alarmes qui se mettent en route où je me dis, ah, attention. Et, mais aujourd'hui, j'ai une bonne relation avec la nourriture. Et surtout parce que j'ai compris que la nourriture, en fait, c'est mon allié. C'est pas mon ennemi, en fait. C'est des choses que, avant, c'était impensable de dire ça. Mais aujourd'hui, oui, j'ai compris que c'était vraiment, en fait, que si je mange pas, je vais mourir, quoi, concrètement. Donc, Ah. tout simplement pour vivre et pour être en bonne santé, ben, j'ai besoin, il faut manger. Hmm. Ce que tu dis, mode, petite parenthèse, je me permets, parce que tu vois, ça, ce que tu as dit, un mot très important, c'est euh, j'ai pris conscience ou je connais que, tu vois, parce que le problème, c'est que il y a tellement de choses que l'on ne connaît pas et qu'on ne Mm. nous dit pas à l'école. Donc, si on ne Non. connaît pas, qu'est-ce Mm. qu'on fait? On va prendre ce que quelqu'un nous dit comme une réalité. Ma mère, mon père, le voisin m'a dit que si je mange, je suis gros, il faut pas être gros, machin. Mm. Mais ces gens-là, ils ne connaissent pas, en fait. Non. Ils savent pas ce que c'est l'alimentation, tu vois. Mm. Et c'est vrai que quand tu commences à t'intéresser aux choses, et c'est les b.a.-ba, c'est comme tout. Et ça, c'est des choses qu'on devrait enseigner aux enfants. Imagine si juste on leur disait tout un discours. Si tu manges un peu de ça, un peu de ça, que tu expliques un peu, ça te met des vitamines, ça va t'amener une belle Mm. peau, ça va t'amener plein de belles choses. Est-ce que tu imagines la relation à l'alimentation? Mm. Les enfants qui disent, waouh, mais c'est formidable, tu vois, Bah tout oui. en leur Mm. apprenant les choses. Et, euh, et est-ce que du coup, c'est le sport qui t'a permis aussi, qui t'a permis de
prendre plus de connaissances, vraiment Ouais. de t'intéresser à tout ça. Ouais, carrément. Ça, c'est, enfin, oui, c'est inévitable. C'est vrai que quand j'ai commencé le sport, au début, je m'intéressais pas trop à tout ça. Et puis après, j'essayais quand même de comprendre qu'est-ce qu'il fallait que je mange, qu'est-ce qu'il fallait que j'apporte à mon corps, en fait, après un entraînement, le matin au petit déjeuner, etc. Et ouais, c'est le fait de m'être mise au sport qui m'a donné envie de m'intéresser à tout ça. Et d'essayer de Hmm. comprendre, tu vois, comment ça marche. Alors, si je mange ça, ça va faire ça. Si je mange ça, machin. Enfin, voilà. C'est vraiment, ouais, le sport qui m'a redonné goût, en fait, aussi finalement à tout ça. Hmm. Excellent. Donc, par rapport à ça, donc au début, tu vas à la salle de sport, ok, tu Ouais. t'entraînes, tu fais un peu Mm. d'exercice, tout ça, parce que de là à faire du sport, de la musculation, et à faire une compétition, une préparation, il y a Il y quand a un même, monde, voilà, tout à fait, c'est tout à vrai. fait. Et combien de temps ça te met entre le temps de te dire, ben, je me mets à la salle de sport et je vais aller faire une compétition? Combien de temps passe dans tout ça? Bah écoute, pas si longtemps que ça, finalement. Parce qu'en fait, j'étais allée voir mon premier top de Colmar en 2018. Hmm. Et du coup, ça faisait un an, un an et demi, ouais, un an et demi que je faisais de la muscu régulièrement. Et en fait, quand j'ai vu le top de Colmar, j'avais une amie qui participait. Et quand je l'ai vu, ça m'a donné, je me suis dit, punaise, waouh, quoi. Enfin, ça m'a donné envie. Je me suis dit, et si j'essayais? Et puis du coup, j'étais avec mon copain, et puis on s'est regardés tous les deux, et on s'est fait un espèce de cap ou pas cap. Et on s'est dit, vas-y, Excellent. chaud, chaud, on le fait l'année prochaine, c'est nous, on est sur scène. Et voilà. Et du coup, ça a commencé comme ça. En fait, c'était un peu sur un coup de tête. Et comme on est du coin, on s'est dit Colmar, en plus, c'est quand même une compétition Hmm. mythique. C'est une grande compétition. C'est une superbe compétition avec une superbe organisation. Enfin, Yes. franchement, j'en garde un très, très bon souvenir. Je crois que c'était une de mes plus belles compétitions. Peut-être aussi parce que c'était la première. Et du coup, ouais, avec mon copain, on s'est dit, vas-y, chaud, on le fait l'année prochaine, on est sur scène. Et du coup, ben voilà. On avait un ami à l'époque qui connaissait un coach de Strasbourg qui nous l'a présenté. Et puis du coup, on a commencé tous les deux le coaching avec lui en été 2018. Et puis voilà, ça a commencé comme ça. Et en mars 2019, on est monté sur scène à Colmar. Excellent. Ouais, Extraordinaire. Et voilà. que- qu'est-ce que, en plus c'est beau, vous avez fait ça tous les deux, franchement Ouais. magnifique. C'est excellent. Euh, qu'est-ce que ça t'a apporté pour toi personnellement le fait d'avoir un objectif comme ça et de te préparer pour l'atteindre? Alors, c'est un peu compliqué parce qu'à cette époque-là, mes problèmes d'alimentation, je pensais qu'ils étaient réglés, mais je me suis rendu compte que pas du tout. Et en fait, toute cette préparation, ça a été une espèce d'énorme anorexie, mais contrôlée. Parce que bah, forcément, j'avais un plan alimentaire, donc je respectais par contre ma diète au gramme près. Enfin, et encore que quand j'étais en prise de masse, j'avais du mal à tout manger parce que Hmm. j'avais pas énormément faim. Et du coup, j'avais beaucoup de mal avec le fait de me forcer à manger. Et puis, j'avais surtout beaucoup de mal à prendre du poids. C'était quelque chose qui était très compliqué psychologiquement, mais je me suis dit, allez, c'est pour la compète, il faut, machin et tout. Donc, j'ai essayé de laisser un peu ça de côté. Mais en fait, si tu veux, je l'ai enfoui. Et ensuite a commencé la sèche et j'étais très rigoureuse par contre en sèche, j'ai fait Hmm. aucun écart, enfin j'étais vraiment J'imagine. voilà, Ah, ouais, c'est ça, c'est plus en facile. fait c'était facile quoi, voilà, c'est ça, j'avais une ligne de conduite, il fallait juste la suivre. Et en fait quand ça s'est terminé, donc j'ai fait Colmar, ensuite j'ai fait les championnats de France IFBB et quand ça s'est terminé, je me suis pris une énorme claque où là, je me suis dit, et maintenant, qu'est-ce que je fais? Et du coup, eh ben, les troubles du comportement sont revenus, mais en pleine, vraiment, enfin, j'ai été submergée, j'ai refait des crises de boulimie 3, 4 fois par jour, enfin, c'était horrible, vraiment horrible. Ça a duré une semaine.
Et là, je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je fasse quelque chose. Je veux plus vivre ça. Je ne peux plus. Mm. Je veux pas revivre ça. Il faut que je fasse quelque chose pour que ça s'arrête. Et du coup, sur ma compétition, j'avais rencontré Vincent, qui est mon coach aujourd'hui. Mais à l'époque-là, j'avais décidé de contacter sa femme parce que j'étais coachée avant par un homme et je ne sais pas pourquoi je m'étais mis en tête qu'une femme, ce serait mieux. Et peut-être parce que je suis une femme et que je me disais qu'elle allait me comprendre peut-être plus Mm. facilement. Enfin, je sais pas. En tout cas, je m'étais mis en tête que je voulais être coachée par une femme. Et donc, j'ai contacté la femme de Vincent, donc Manon, qui faisait du coaching, enfin, qui commençait le coaching à l'époque. Et donc, elle a accepté de me coacher. Et je me souviens que dès le départ, je lui ai tout de suite dit, voilà, ça va pas, j'ai des troubles du comportement alimentaire, je fais des crises, j'ai besoin d'aide en fait. Et j'ai besoin d'avoir un objectif pas tout de suite de compétition, mais au moins d'avoir un objectif, parce que si j'ai pas un objectif, je vais péter un câble et je vais retomber là-dedans à pieds joints, la tête la première, et on va me perdre en fait. Et je me souviens elle m'avait dit, de toute façon, moi je ne te préparerai pas pour une compétition tant que tu n'es pas guéri. Et en Mm. fait, elle avait elle aussi souffert de TCA et elle avait été voir un hypnothérapeute. Et du coup, c'est elle qui m'a dit, écoute, moi, je te conseille d'aller voir un hypnothérapeute. Enfin, soit de refaire une thérapie, machin, avec ton psy. Mais bon, la thérapie que j'avais suivie avec mon psy, elle a duré 5 ou 6 ans. Et en fait, je vais pas dire que ça a servi à rien, Mm. parce que non, mais c'était pas assez radical. Moi, j'avais besoin d'un truc, voilà, je rentre dans une pièce, je sors, c'est fini, tu vois. Exactement. Aller au Et problème, du coup, au cœur. voilà, c'est C'est- ça. Prendre le problème, le taureau par les cornes et faire quelque chose en fait. Et du coup, j'ai dit non, je veux pas retourner voir mon psy et je vais essayer l'hypnose. Alors, j'étais pas du tout, mais pas du tout convaincue. Je me suis dit, bon, au pire, je vais perdre 80 euros et 1 heure de mon temps. Bon, voilà, on essaye. Et en fait, bah, ça a été, Mm. enfin, ça m'a, je sais pas ce qu'il a fait exactement. Mais depuis ce jour, il y a quelque chose qui a changé dans mon rapport à l'alimentation. Magnifique. Ah, il Voilà. t'a mis euh, dans un certain état, je Ouais, pense, pour aller chercher, parce ouais, que comprendre en fait quelque chose, c'est que ça aussi, c'est quelque chose que parfois on ignore, c'est que notre cerveau, il y a une partie conscient et et inconscient pour faire inconscient. très simple, Mm. et que ce qu'on a conscient, en fait, c'est comme un grand disque dur. On a un gros ordinateur, et on va dire, il y a 1000 gigas. Vous pouvez mettre, par exemple, je sais pas, 10 000 films. Et bien, vous allez avoir conscient juste peut-être des 10 films que vous avez, des 5 ou 10%. Mm. Et D'ailleurs, tout le reste, ouais, c'est ça. tout le Mm. reste, c'est oublié. Et pourtant, c'est Mm. là. Ouais. Et c'est vrai qu'avec certaines techniques ou certaines pratiques, Mm. on peut aller chercher ça. On Mm. peut déraciner certaines choses ou voir cette chose-là que oui, il y a eu ça par rapport à ça. Mm. Et, euh, et c'est pour ça que ben, ce que tu as fait, c'est magnifique. Mm. Et comment donc tu fais cette séance, qu'est-ce qui se passe après pour toi? Ah bah, du coup, je sors de là déboussolée, perdue. J'ai erré, je me souviens avoir erré dans la ville de Strasbourg pendant plus d'1 heure et demie à marcher. Je savais pas trop où j'allais, je savais pas trop ce que je faisais. Enfin, Hmm. voilà, j'avais l'impression d'être bourrée, Machine à laver. Ouais. c'est ça. Juste, ouais, j'avais besoin de marcher. Donc j'ai marché. Et puis ensuite je suis rentrée chez moi et j'ai senti en fait quelque chose qui avait changé, mais je savais pas dire ce que c'était. J'ai juste senti qu'il y avait un truc qui était différent. Et puis voilà, en fait, enfin, je sais même pas te dire en fait parce que c'était tellement intense et en même temps je me souviens pas du tout de ce qui s'est passé exactement. Hmm. Et vaut mieux quelque part, hein, parce que comme tu dis, on a une part de conscient et une part d'inconscient et tout ce qui est dans l'inconscient, en fait, si notre cerveau le met à cet endroit, c'est pour une raison et bien souvent c'est pour nous protéger, ce qu'on appelle la résilience. Et du coup, si c'est là, c'est que ça doit rester là. Et il faut pas forcément le déranger. Voilà. Tu penses? Et bah,
Après, je sais pas, parce que du coup, la preuve que si on le dérange un peu, ça peut quand même faire bouger les choses. Mais Tout je à fait. pense qu'en tout cas, il faut pas le porter au conscient. On peut le bouger, mais il faut pas que notre conscient le remarque. Je sais pas si tu me suis, hein, mais Je parce vois ce que tu que veux dire. parce que je pense que si certaines choses sont enfouies et justement dans l'inconscient, c'est en fait le cerveau humain, il est tellement bien fait et c'est qu'il y a une raison pour que ça soit là. Ouais. Moi, je vais te donner mon avis par rapport à ça. OK? En tant que coach, euh, comme tu as dit, c'est très vrai. Le conscient, il enregistre. Je sais plus, mais un truc de fou. Je crois que Mm. c'est par seconde, peut-être 10 000 signaux images, son que juste le cerveau enregistre. Notre disque dur interne, il enregistre tout ça. Mm. Mais tant que tout va bien, tant que notre vie est OK, il n'y a Voilà. aucun problème. Tu vois ce Ouais. que je veux dire? Mm. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas besoin de se rappeler des salades, des merdes du passé qui nous sont arrivées. Je suis Mm. tout à fait d'accord. Par contre, quand on commence à ressentir des choses dans le ventre, ou physiquement souvent ça parle aussi, ou ça revient, il y a des douleurs de dos, il y a des douleurs de ventre, il y a des douleurs d'épaule, je suis pas bien, je très certainement ce qu'il va falloir aller chercher dans Mhm. notre passé. Ce Euh, qui dérange, Qu'est-ce qui ouais. a fait qu'on en est arrivé là? Parce qu'en fait, tu veux, Mm. c'est toujours cette souffrance-là, comme on a parlé tout à l'heure. Euh, et d'ailleurs, il y a un super livre, c'est Les 5 blessures de l'âme, Mhm. qui est extraordinaire. Le rejet, l'abandon, l'humiliation, toutes ces choses-là. Et tout est de là, en fait. Tout est de là. Mm. Et si tu ne vas jamais chercher, si par exemple tu as des conséquences, ok, comme toi, tu as pu développer certaines choses, certaines pathologies ou d'autres, ça peut être n'importe quoi, hein, la Mm. drogue, n'importe quoi, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui te contrôle aujourd'hui. Et tu Mm. n'as pas le choix que d'aller chercher ça, ok, de le voir déjà, de le voir, de voir, ok, si je prends conscience que, par exemple, pour te donner mon exemple, euh, moi je joue au rugby, etc. Et voilà, c'était formidable, ça m'a permis de développer, me construire. Mais pendant des années, j'avais ce besoin viscéral de toujours être entouré d'amis, d'inviter beaucoup de monde, etc. Et je voulais être un joueur vraiment de haut niveau. C'était un rêve, comme je dis, ma porte de Mm. sortie. Bien évidemment, j'étais engagé, etc. Mais à côté de ça, il y avait aussi ce manque d'amour que j'avais pu ressentir et percevoir dans ma vie, tu vois. Ce manque d'amour, le divorce, etc. Donc voilà, quand t'es jeune, t'as pas trop conscience, mais Ouais. ton cœur, quelque part, il y a eu un gros manque, quelque Mm. chose. Et c'est de ce gros manque-là que dans ta vie, inconsciemment, parce que c'est quelque chose de très important pour toi, ton corps, ton âme va tout faire pour aller chercher ça, pour Mm. compenser ça. Et le problème, c'est que oui, c'est bien d'avoir des amis, tout ça, etc. Mais à un moment donné, tu deviens comme les autres. À un moment donné, ben, tu vas sortir alors que tu dois pas sortir. À un moment donné, tu vas faire des conneries que tu devrais pas faire. Tu vois? Et c'est là. Mm. Et si tu ne prends pas conscience, il m'a fallu du temps. Comme je dis, quand je suis parti loin de tout en Australie, où j'ai réalisé ça. Mm. Quand on part loin de tout, il y a un nettoyage qui se fait, il y a des choses qui remontent pour les évacuer et se Ouais. libérer. Et, euh, et c'est ça. Et donc, si tout est OK, il n'y a pas de problème. Mais par contre, Oui, si dans après, notre vie, il y a des choses qui se répètent, il faut aller mm. chercher. Et justement, le travail du coaching, c'est aussi ça. Le travail du coaching ou du thérapeute ou quoi que ce soit, Mm. c'est de voir ces blessures-là que tu as pu avoir, OK, d'en prendre conscience dans un premier temps, et après, de les transformer. OK, je comprends que mais si j'ai eu ces troubles-là, c'est peut-être C'est parce pour ça que que. on m'a Ouais. dit que voilà, je voulais être aimé, accepté. C'est toujours des choses comme ça dans tous les cas, souvent, Ouais, souvent. Ça souvent, ouais. peut Mm. pas un certain traumatisme, bien évidemment. Mm. Mais une fois que j'ai pris conscience de ça, déjà, ça se dégonfle. Tu vois, je vois les choses. Et après, c'est la deuxième étape, c'est arriver à alchimiser les choses. Ça peut prendre plus de temps. Alchimiser, c'est je vais transformer cette souffrance. J'ai eu cette souffrance, ok, mais ouais, j'ai été mec, j'avais pas confiance, j'ai pu être humilié, j'avais pas d'argent, mais je vais le transformer. Ça, maintenant, je vais en faire une force. Je vais plus m'en cacher. Je vais le transformer. C'est comme ça que des gens deviennent coach, que des gens se disent je vais me lancer, je vais voilà, créer une association pour ces enfants, pour régler ce problème-là. C'est quelque chose de viscéral. Se lancer dans le coaching, l'accompagnement,
c'est pas quelque chose qu'on choisit. C'est quelque chose qui vient parce qu'on a guéri quelque chose et qu'on veut tout faire pour aider ces personnes à s'en sortir de ça, en fait. Et voilà, c'était une petite parenthèse par rapport à ça. Et du coup, tu feras ta compétition. Est-ce que tu as terminé un peu ton histoire? Donc, tu reviens avec ce coach, tu remontes sur le podium. Comment ça se passe pour toi? Voilà, bah donc du coup, je démarre avec Manon. Finalement, donc on décide de se préparer pour des compétitions en 2020, début 2020, enfin mars-avril. Du coup, je voulais refaire le top de Colmar. Du coup, on avait décidé avec Manon de partir en NPC et je devais concourir au mois d'avril 2020. Finalement, ben, il y a eu le Covid qui est arrivé. Entre-temps aussi, Manon, qui était infirmière à plein temps et faisait du coaching à Hmm. côté, a dû arrêter les coachings et du coup, elle m'a renvoyée vers son compagnon, enfin son mari aujourd'hui, donc Vincent, avec qui je suis encore aujourd'hui, par qui je suis encore suivie. Et du coup, donc, bah, on n'a pas pu monter sur scène en mars-avril 2020. On a continué de se préparer parce que la compétition que je devais faire en NPC, elle avait été décalée au mois de août, puis septembre, puis ensuite annulée totalement. Et donc là, quand on a su que c'était annulé fin août, on a décidé d'arrêter la prépa. Donc, je suis pas montée sur scène en 2020. Du coup, bah, ensuite, on est reparti en prise de masse jusqu'au mois de juin 2021. Et là, on a commencé ma préparation, du coup, pour mes compétitions que j'ai fait. Donc, j'ai fait la régionale Bionic Body à Strasbourg fin octobre. Et ensuite, j'ai participé au William Bonac Classic en décembre. Et la semaine d'après, à la compétition, du coup, le Pro Qualifier à Metz. Magnifique. Voilà, voilà. Excellent. Ben, écoute, félicitations à toi et encore une fois, en mode merci pour tout ce que tu as partagé. Ben, merci à toi. Je vais te poser une petite question pour terminer un peu tout ça. C'est si tu avais trois conseils que tu aimerais donner justement pour des personnes qui étaient peut-être dans ton profil et pour les aider à s'en sortir, à dépasser ses peurs, à dépasser ses démons, à dépasser ces souffrances, tout ça qui peuvent nous habiter. Mhm. Qu'est-ce que tu aimerais donner comme conseil? Alors, le premier, ce serait de croire en soi. Toujours croire en soi, peu importe ce qu'on peut nous dire. Finalement, la vie des autres, ce n'est que la vie des autres, en fait. Hmm. Le plus important, c'est ce que nous, on pense de nous et qu'il faut croire en soi. Après, je dirais aussi de ne pas rester seul. Enfin, voilà, quand on rencontre une difficulté, qu'il faut en Hmm. parler. Il faut pas avoir honte. Voilà, voilà, on a tous un passé, on a tous eu des difficultés dans nos vies à différentes échelles, hein, en fonction de chacun d'entre nous. Mais et ça fait une force en fait. Il faut faire une force de tout ça. Excellent, excellent. Ben écoute, Maud, merci à toi pour tout ce que tu as partagé. Ça a été un grand plaisir Ouais, c'est moi et je qui te sais que parfois, remercie. et merci à toi d'avoir osé parler de tout ça. Je sais que c'est pas toujours facile, mais en tout Non. cas, merci à toi parce que c'est très, très intéressant. Si, on va terminer avec ça, donc tu as quel âge? Tu m'as dit 32 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. On dit que tu vas vivre jusqu'à 120 ans, 130 ans en super forme. Tu vas réaliser tous tes rêves, tes projets. Ok? En tout cas, Ouais. avec cette belle énergie, le mindset et tout, il y a aucun problème. Euh, Tu vas tout réaliser. Tu peux laisser une seule phrase gravée dans ce monde où on se dit, ben voilà, ça c'était mode. Qu'est-ce que tu aimerais laisser comme phrase pour ce monde? Bah, je pense que je reviendrai à ce que je disais avant, mais qu'il faut croire en soi et que rien n'est impossible. Hmm. Voilà. Magnifique, magnifique. Ok, Maud. Ben, écoute, un grand merci à toi. Ça m'a vraiment fait plaisir de faire ta connaissance, de partager ce petit live ensemble. C'était super intéressant. Je partagerai aussi sur YouTube, un peu partout parce que vraiment, c'était très beau. Bah, Merci à toi, C'est moi qui te remercie. vraiment. Et les amis, si vous êtes là, si vous êtes passé par là, déjà, merci beaucoup. Si vous regardez le replay, je mettrai aussi le compte de Maud. Vous pouvez la suivre.
si ça vous intéresse, ces compétitions, voir tout ce qu'elle fait un petit peu. Si vous avez des questions, peut-être que vous reconnaissez, des fois il y a des questions qu'on n'ose pas poser. Et voilà, si vous voulez y envoyer un petit message, savoir comment elle a fait pour dépasser certaines choses, n'hésitez pas. Et tu m'as dit aussi que tu te prépares aussi pour aider des jeunes dans le coaching. C'est Donc ça, voilà, vous pouvez suivre aussi exactement. Maude sur tout ce qu'elle va faire. Voilà. Donc merci beaucoup. Je te souhaite C'est une moi belle qui te soirée. remercie. Belle Puis soirée à toi aussi. ciao, ciao. Merci les À amis. À bientôt. bientôt. Merci à tous. Salut. Ciao. Ciao.